France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Après la Turquie et la Roumanie, c'est maintenant en Grèce qu'a été détecté un cas de grippe aviaire. C'est la première fois que l'Union européenne est touchée. Inquiétude aussi en Macédoine où 1 millier de volailles mortes ont été découvertes ce week-end. Les effets en tout cas se font sentir. Les ventes de poulets et de dinde ont baissé dans toute l'Europe du Sud. 1 an et demi après la catastrophe aérienne de Sharm el-Sheikh, les dépouilles de 67 des victimes ont été rapatriées aujourd'hui en France. L'enquête semble avancer. Les experts se concentrent de plus en plus sur l'hypothèse d'une erreur des pilotes. L'ouverture à Beauvais du procès d'un couple dépensier et surendetté qui avait décidé d'en finir avec la vie et d'empoisonner ses 5 enfants. Seule l'une de leurs filles avait été tuée. C'était il y a 3 ans. À 93 ans, l'abbé Pierre redonne de la voix à l'occasion de la journée du refus de la misère. Il dénonce la pauvreté ordinaire, celle qu'on ne voit plus autour de soi. On verra néanmoins qu'en France, elle apparaît en recul. Comment juger un dictateur? L'Irak prépare le procès de Saddam Hussein et de 7 de ses lieutenants. Il aura lieu après-demain, à la veille des résultats du référendum sur la Constitution. Le oui est donné gagnant. Enfin, la toute dernière génération des téléphones portables vidéo arrive en France. Les mobiles d'aujourd'hui permettent notamment de regarder la télévision avec une qualité sans précédent. Certaines chaînes ont même déjà adapté leur programme. C'est le dossier de cette édition. On l'a appris en fin d'après-midi, la grippe aviaire a donc fait son apparition dans un nouveau pays d'Europe, en Grèce, sur des dindons dans une ferme d'une petite île de la mer Égée. Prudence tout de même, il faudra de nouvelles analyses pour savoir s'il s'agit ou pas du même virus qu'en Roumanie, en Turquie ou en Asie. Frédéric Monteil. Des centaines de volailles abattues. La Turquie continue son macabre décompte des poules et dindes victimes de la grippe aviaire. Et ce soir, pour la première fois, un pays de l'Union européenne est touché, la Grèce. Sur cette petite île agricole, Inousses, près de Chios, une dinde a été retrouvée porteuse de la grippe aviaire. Une analyse plus précise doit être rendue dans les prochains jours, mais le gouvernement grec se veut rassurant. On va prendre toutes les mesures qui s'imposent, même s'il ne s'agit que d'une petite ferme isolée dans un village de 500 habitants. Dans cette région, le virus H5N1 le plus dangereux pour l'homme a été découvert en Turquie et en Roumanie. La Bulgarie, la Macédoine et la Grèce déclarent plusieurs cas de mortalité suspectes dans les élevages. L'inquiétude grandit. En Croatie, des experts examinent 2 oiseaux au décès douteux. De son côté, la Commission européenne encourage aujourd'hui les États à prendre des mesures de protection des populations. Le virus est pris très au sérieux. Les États de l'Union européenne doivent augmenter très rapidement leur stock d'antiviraux, vu les circonstances. Parmi les mesures d'urgence, embargo de toutes les volailles en provenance des pays touchés et surveillance accrue des élevages. L'Europe a déjà l'expérience d'une épizootie de grippe aviaire. En 2003, les Pays-Bas avaient dû abattre 30 millions de volailles. Voilà, on aura dans les prochains jours donc le résultat de ces analyses complémentaires en Grèce. Répétons-le une nouvelle fois, à ce stade, il n'y a aucun danger et pourtant, déjà, la consommation de volailles baisse partout en Europe du Sud. En France, les livraisons aux commerçants ont été réduites de 10% ce week-end. François-Julien Piednoir, Jean-Louis Melin. Il y a les plus belles bêtes, les plus beaux poulets de la région, la Bresse. Tout le monde fait ses courses ici, à la foire aux volailles de Louhans. Et pourtant, la consommation a baissé en France, moins 10%. Les clients ont boudé le poulet ce week-end. Ils sont un petit peu sur le qui-vive. Bon, c'est vrai qu'on a constaté quand même une fréquentation et une vente qui a baissé un petit peu, disons. Hein. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Ici, les volailles s'épanouissent quasi en liberté et on les manipule sans précaution particulière. Dans nos régions, je pense qu'on a quand même une bonne couverture sanitaire. Il y a les services vétérinaires qui sont sérieux, je pense que là on risque rien. Loin des foires à la volaille, chez le traiteur en plein Paris, les ventes n'ont pas fortement baissé. Mais on s'inquiète à quelques mois des fêtes. On commence déjà à nous parler du chapon et choses comme ça. Là, effectivement, on a plus de crainte pour Noël, oui. Mais vous, votre poulet, il n'est pas malade? Oh si. Ben non, il est pas malade, non. On achète tout à Rungis, donc c'est des qualités, tout est certifié, toute la traçabilité est là. Ça m'inquiète et je mange depuis plus de poulet. Il y avait le même souci avec la vache folle, on mangeait plus du tout de viande et puis après on a vu que c'était pas dans le muscle, donc non, ça ne m'inquiète pas du tout. Souvenez-vous, pendant la crise de la vache folle, la consommation de bœuf avait baissé jusqu'à 50%. Le même scénario pourrait-il se reproduire pour le poulet? Certains supermarchés ont déjà constaté une baisse des achats de 30%.
Un moment important aujourd'hui pour certaines des familles des victimes de la catastrophe aérienne de Sharm el-Sheikh il y a 1 an et demi. Les dépouilles de 67 personnes ont été rapatriées en France. L'enquête, elle, semble progresser et c'est plus que jamais la piste de l'erreur humaine qui est privilégiée. Thierry Curtet, Zidenberkus. Un long cortège mortuaire a ramené en catimini 67 victimes du crash de Sharm el-Sheikh. Les corps seront rendus aux familles après une ultime identification à l'Institut médico-légal de Paris, 20 mois après l'accident. Un rapatriement qui se voulait discret par peur des journalistes. Du coup, les familles n'ont pas été informées, encore moins invitées à accueillir leurs proches. Sandrine et Laurent ont perdu 5 des leurs. Ils ont appris cet après-midi que seuls 2 d'entre eux étaient de retour. C'est pas digne de la France, quoi. D'avoir perdu 135 ressortissants, d'en récupérer qu'une partie, voire à peine la moitié, et aujourd'hui rien à leur consacrer, pas une petite cérémonie, rien n'a été fait. Pourquoi? Et pourquoi ils sont rentrés comme ça en catimini, et surtout sans que les familles soient prévenues, quoi. Certaines familles ont préféré inhumer leurs proches sur les lieux de l'accident, en Égypte. L'autre douleur, c'est de ne toujours pas savoir pourquoi l'avion est tombé cette nuit-là. Petit à petit, les enquêteurs écartent certaines hypothèses. Pas de défaillance de structure de l'avion, pas de dysfonctionnement des volets ou des commandes de vol un temps évoquées. Au centre des interrogations finales désormais, le facteur humain. On peut dire qu'on approche de la fin de l'enquête. À ce stade, tout ce qui se passe dans le cockpit reste important pour comprendre l'accident. C'est ce qui se passe entre le commandant de bord, le copilote et l'avion lui-même. Des termes diplomatiques pour dire que l'attitude du pilote qui laisse l'avion partir en piqué reste incompréhensible. Les Égyptiens ont terminé leur enquête, ils rendront leur rapport définitif d'ici à 3 mois. La justice avec l'ouverture d'un procès hors norme à Beauvais, celui de l'irresponsabilité, de l'immaturité et aussi, on peut le dire, des vertiges de la société de consommation. Un couple, beaucoup trop dépensier, surendetté, avait décidé de se donner la mort après avoir empoisonné ses 5 enfants. Seule une des fillettes avait été tuée, c'était il y a 3 ans. À Beauvais, compte rendu d'audience, Dominique Verdaillan, Frédéric Capron. Légèreté, inconscience, immaturité, comment définir Emmanuel et Patricia Cartier? Avec un détachement troublant, le couple avoue qu'il ne regardait pas la dépense pour le bien-être de nos 5 enfants, disent-ils en chœur. Résultat, au pavillon s'ajoutent 4 téléviseurs, des consoles de jeux, des vêtements à foison. C'est ancré en moi, dit le père. Je ne faisais pas mes comptes, c'est idiot, mais c'est comme ça. En août 2004, endetté à hauteur de 230 000 €, le couple opte pour le suicide collectif à l'insuline. Alicia, 11 ans, est la seule à décéder. Son père pensait alors acquérir un monde meilleur. Une fois que j'ai pris cette décision, je me sentais comme soulagé. Et les jours d'avant, je pensais plus, c'était toujours la même chose. C'était même, j'avais l'impression d'aller vers la liberté. Comment est-ce que vous faisiez pour jouer avec les maisons de crédit? Eh ben, j'empruntais d'un côté pour rembourser l'autre, si vous voulez. Avec la mensualité du début de mois, je payais la suivante et vice-versa. 15 cartes bancaires, 20 dossiers de crédit à la consommation. Acculé, Emmanuel achète une voiture et la revend aussitôt pour avoir de l'argent frais et rembourser les organismes de prêt que fustige la défense. Ils ont bien évidemment une part de responsabilité dans cette affaire parce qu'ils ont su quelle était la situation de ce couple et ils n'ont pas fait grand-chose pour arrêter le naufrage, voire même ils y ont d'une certaine manière largement contribué. Mais c'est une petite fille de 9 ans qui attire l'attention. Assise sur le banc des victimes, elle dessine et serre contre elle ses 2 doudous. Quand elle lève la tête, c'est pour jeter un regard dur, sans concession, vers ses parents. 2 jours avant le verdict, c'est le jugement d'un enfant qui n'est pas prêt de pardonner. La journée annuelle du refus de la misère, d'un point de vue statistique, elle est en diminution en France, mais l'isolement et la solitude rendent souvent les situations plus difficiles à vivre. Les associations ont lancé aujourd'hui un appel aux politiques et à 93 ans, l'abbé Pierre, vous allez l'entendre, a redonné de la voix. Stéphanie Lavoigneau, Valérie Lucas. Je peux faire quoi contre la misère? Sur l'immense page blanche qui s'étale à Paris, place de l'Hôtel de Ville, l'abbé Pierre est venu donner sa réponse. Aimer, c'est haïr le mal absolu et la misère. Un demi-siècle a passé depuis la colère de l'hiver 54 et le vieil abbé en appelle une nouvelle fois à la résistance. Préparons-nous à voter pour ceux qui voudront la justice,
pour ceux qui voudront le partage. Manque de logements sociaux, expulsion des squats, les associations demandent à l'État des comptes. Aujourd'hui, selon les critères français, 3,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6% de la population avec moins de 600 € par mois. Mais au regard des critères européens, la pauvreté touche 2 fois plus de personnes, 12,4% de la population avec moins de 720 € par mois. Une misère qui, avec le temps, a changé de visage. Dans les années 60, elle prend celui de ses enfants et de leurs familles, entassés dans des bidonvilles en périphérie des grandes villes. Ni eau, ni électricité, à peine de quoi manger. 40 ans plus tard, la pauvreté a baissé de moitié, mais son traitement n'en est pas plus simple. La pauvreté d'hier, elle était plus massive, elle était également mieux partagée. Alors qu'aujourd'hui, la pauvreté se vit en grande partie de façon isolée et avec le sentiment que l'on ne compte plus pour personne. Recréer une solidarité, changer l'image de la pauvreté. Ce matin, sur le mur du refus de la misère, on pouvait lire « Ta dignité est ma dignité ». Alors question, peut-on s'en sortir aujourd'hui lorsqu'on est sans domicile? Voici l'exemple d'un couple qui y est parvenu. Ils se sont connus dans la rue et ils ont partagé le froid, ils ont partagé l'alcool. Aujourd'hui, ils sont tirés d'affaire. Leur recette, l'amour, la volonté et aussi tout de même un sérieux coup de main. Reportage Pauline Revenat, Édouard Perrin. Yannick Chabot est agent de sécurité. Il est chargé de surveiller la sortie d'une école à Paris dans le 20e arrondissement. Allez, madame, bonne journée. Cet homme est un ancien sans domicile fixe. Il a passé 17 ans dans la rue. Aujourd'hui, à 52 ans, il mesure le chemin parcouru. Ce que j'ai vécu dans la rue, bon, je commence à remonter la pente. Voilà. Vous étiez tout en bas? Ouais, beaucoup. Et là, vous êtes où? Je commence à monter. Je suis pas encore en haut, je suis au milieu. Son ancienne vie, elle n'est pas très éloignée. Toujours dans le même quartier, il peut encore croiser ses anciens compagnons de misère. On a dormi ici pendant 2 mois et demi, 3 mois, ici. Alors le soir on arrivait, et puis on installait puis notre couchage ici. Et puis les gens ils venaient nous voir. J'avais un abri, quand il pleuvait, on était bien. Un abri certes, mais aussi de l'alcool tous les soirs pour oublier, et la manche pour survivre, 40 à 50 € les bons jours. C'est dans la rue que Yannick a rencontré Marie-Françoise. Avec elle, un soir, il a décidé d'arrêter de boire et de s'en sortir avec l'aide de l'armée du salut. Aujourd'hui, ils ont une adresse fixe, un appartement de 33 mètres carrés et gagnent 900 € par mois en cumulant le RMI et le salaire de Yannick. On se sent quand même comme un moyen citoyen. Qu'avant, bon, on a été un rebut de la société. Que maintenant, on a un logement, on paye notre loyer. Cela fait 10 mois qu'ils se sont mariés et installés ici. Aujourd'hui, Yannick se dit encore fragile, avoue qu'il a parfois peur de retomber, mais veut s'accrocher à tout prix à sa nouvelle vie. Actualité sociale après le conflit, c'est peut-être le scandale qui pointe à la SNCM. D'après le journal Le Parisien, les marins et les syndicats se seraient partagés pendant des années et en toute illégalité une grosse partie des ventes réalisées à bord des navires, tabac, alcool, restauration. La pratique, semble-t-il, était connue et plus ou moins tolérée. Vincent Fourcade. Marseille-Bastia, 11 heures de traversée et tout ce qu'il faut à bord pour occuper les passagers. Nourriture, vêtements, tabac, dans les navires de la SNCM on trouve de tout et peut-être même quelques marins indélicats soupçonnés de détourner une partie des marchandises embarquées. À Marseille, stupeur chez les marins, personne ne veut y croire. Les faits qui nous sont reprochés là, apparemment que nous avons volé, je ne sais pas comment, je l'ai interprété, c'est de la calomnie, une véritable calomnie. C'est le journal Le Parisien qui fait ces révélations. Selon le quotidien, certains marins voleraient depuis des années dans les caisses des ferries. Les paiements en liquide restaient très souvent dans l'escarcelle de l'équipage qui se les partageait sous l'œil intéressé de certaines organisations syndicales. À la CGT, on reconnaît que de telles pratiques aient pu avoir lieu, des actes isolés et rapidement punis. Mais il y a eu des gens qui ont eu des comportements disgracieux et ils ont été purement et simplement licenciés. Donc, et les syndicats ne les ont pas défendus. Détourner du liquide en pleine mer, rien de bien compliqué. Un exemple, ne garder aucune trace des achats effectués par les passagers. L'oubli du ticket de caisse, quand vous prenez une consommation, c'est pas très méchant, mais ça veut dire que le prix que le client va payer ne sera pas comptabilisé.
S'il n'est pas comptabilisé, il ne sera pas taxé, donc il n'y aura pas de TVA. Bref, c'est du noir. La direction de la SNCM, elle, affirme n'avoir jamais toléré et encore moins couvert de tels agissements. L'actualité à l'étranger, d'abord l'Irak qui se prépare à un procès très attendu, celui de Saddam Hussein. Une page va se tourner après-demain, 2 ans et demi tout juste après la chute du dictateur. Yasmina Farber. Dernier baroud d'honneur d'un tyran en exercice, 5 jours avant la chute de Bagdad. Saddam Hussein est recherché, mais le voilà, heureux comme au premier jour d'entendre les slogans à sa gloire. Le dictateur est encore debout, le peuple à ses pieds. Très vite, son destin chavire. La gigantesque statue de bronze érigée pour son 65e anniversaire est déboulonnée. Fini les révérences, le peuple se déchaîne. Celui qui ne souffrait aucune contradiction subit la dernière humiliation. La dernière, pas tout à fait. Saddam Hussein, bâtisseur de somptueux palais, est arrêté dans un trou, une cache minuscule. L'ancien Raïs apparaît hirsute. La barbe poivre et sel trahit les 68 ans d'un homme obsédé par la vieillesse. 7 mois plus tard, Saddam Hussein a retrouvé son aplomb. Après 35 ans de dictature, impossible de tirer un trait sur son passé. Lors de ce premier interrogatoire, il tente aussi de déstabiliser le juge qui évoque par exemple l'invasion du Koweït. C'est la loi qui vous juge. Pour ce premier procès, Saddam le sanguinaire comparaîtra pour le massacre de 143 personnes. La loi irakienne s'applique aussi à l'ancien tout-puissant. Il risque la peine de mort par pendaison. Quant au résultat du référendum sur la Constitution, eh bien, le dépouillement est en cours. Le oui est donné gagnant. Les résultats sont attendus jeudi. La visite en France du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a notamment été reçu par Jacques Chirac, qui a souhaité qu'une nouvelle impulsion soit donnée au processus politique en vue d'un plan de paix au Proche-Orient. Il faut dire qu'un mois après le retrait israélien de Gaza, la situation s'est dégradée ces dernières heures. Hier, une attaque palestinienne à Jenin, en Cisjordanie, a provoqué la mort de 3 colons israéliens. En retour, l'État hébreu a décidé de geler tous les contacts avec l'autorité palestinienne et de restreindre la circulation. Mahmoud Abbas proteste, il demande au contraire une aide étrangère pour lutter chez lui contre le terrorisme. Vous allez voir que la police palestinienne, minée par la corruption et le gaspillage, est impuissante face au Hamas ou au djihad islamique. Reportage Laurent Boussier, Talal Abouramé. Dans les rues de Gaza, on les reconnaît facilement à leurs véhicules hors d'âge, leurs treillis bleus et leur équipement pour le moins succinct. Patrouille de police palestinienne dans une ville où la violence est pourtant quotidienne. Regardez, nous sommes dans une Jeep sans porte, avec une seule arme pour 5 hommes et ces bâtons pour faire régner l'ordre. Quartier général de la police de Gaza. Dans la cour, une des rares mitrailleuses des forces de sécurité palestiniennes. Faute de munitions, elle est immobilisée ici depuis plusieurs semaines. Dans l'armurerie ce matin-là, il ne reste que quelques fusils d'assaut américains et de vieilles Kalachnikov, pour beaucoup hors d'usage. C'est une arme très vieille, elle date de 1975, toutes les pièces ont déjà été remplacées et maintenant, elle ne marche plus. Donnez-nous de bonnes armes et vous verrez comment nous contrôlerons la situation dans la ville. Mais ces armes-là, elles ne sont bonnes qu'à être jetées. Une colère que comprend parfaitement le général Husni Rabaya. Mais le directeur de la police palestinienne l'avoue lui-même, il a les mains liées. Les milices Hamas et djihad islamique se sont armées au cours des 5 dernières années, grâce au marché noir et à la contrebande. Mais nous, police palestinienne, on ne peut pas faire ça. On doit acheter nos armes de manière légale, conformément aux accords signés avec les Israéliens. Kalachnikov, lance-grenades, parfois missiles. Sur ces images, on peut facilement voir que l'armement du Hamas est impressionnant. Des armes entre les mains de combattants islamiques bien entraînés qui n'hésitent pas à s'attaquer à la police. Alors, comme le dit Ehab al-Shir, dans les rues de Gaza, quand les policiers rencontrent les membres du Hamas, ils font tout pour éviter l'affrontement.
Quand on est confronté au Hamas, on fait comme si on ne les voyait pas. Et s'il y a affrontement, je fais tout pour me protéger et protéger mes hommes. Le gouvernement israélien est parfaitement conscient de ce problème. Il envisage même, sous certaines conditions, d'autoriser la police palestinienne à acheter de nouvelles armes. Avec toujours une crainte qu'un jour, ces armes ne tombent entre les mains des terroristes et ne se retournent contre des civils israéliens. En bref, encore à l'étranger, Romano Prodi s'affirme bien comme l'adversaire principal de Silvio Berlusconi en Italie en vue des prochaines élections dans 8 mois. L'ancien président de la Commission européenne a remporté la primaire organisée par la gauche italienne avec 70% des suffrages exprimés. Une procédure inédite dans ce pays. Quelques 3 millions de militants et sympathisants ont en quelque sorte choisi leur leader en vue de ces élections. La France est toujours en situation de crainte d'attentat. C'est Jacques Chirac qui l'a affirmé tout à l'heure à l'occasion d'une visite au centre opérationnel chargé de l'application du plan Vigipirate à Paris. Il n'y a pas de menace spécifique, mais une raison permanente d'être vigilant, a indiqué en substance le chef de l'État. Il était accompagné, vous le voyez, de la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie et de Nicolas Sarkozy. Les moindres faits et gestes ont bien sûr été scrutés et beaucoup ont vu dans le visage fermé du ministre de l'Intérieur le signe d'une fâcherie et d'une rivalité qui persiste. Nicolas Sarkozy contre Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy contre Dominique de Villepin. Il y a bien en tout cas 2 camps dans la majorité et cette concurrence se sent et se ressent à tous les étages de la République. Elle touche aussi les lieutenants. Exemple avec 2 d'entre eux, un sarkozyste, un chiracien. Reportage Michael Darmon, Nadine Picard. Il n'est pas venu au Cap d'Agde uniquement pour couper un ruban. Jean-Pierre, c'est normal, il faut que tu en aies un aussi. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Grand, député UMP du coin, chiracien déclaré et cible du jour du ministre sarkozyste Brice Hortefeux. Jean-Pierre Grand est resté impassible comme il le fait en ce moment, ce qui n'est pas toujours son caractère. Nous allons avoir dans quelques minutes une réunion plus UMP. Dans ce cas-là, nous verrons comment les choses vont se passer. François Baroin, de son côté, semble se passionner pour une autre course que la présidentielle, celle des phoques français au large de Saint-Pierre et Miquelon. Le ministre de l'Outre-mer, intime de la Chiraquie, veille sur un territoire sensible pour les gaullistes. Ici on dit Baroin, c'est Chirac. Oui, chacun se connaît très bien les liens que j'ai avec le président de la République. Enfin, de là à me comparer à Chirac et à De Gaulle, je suis quand même allé très très vite en besogne. Retour à l'UMP dans l'Hérault, c'est la fête à la fédération et le ministre est aussi numéro 2 du parti. Eh bien là, on se retrouve en famille. Moi, quand je suis autour des gaullistes, je suis heureux. Et comme dans toutes les familles, il y a ceux qui s'évitent. Jean-Pierre Grand, le chiraco-villepiniste, refuse de rentrer dans le rang des sarkozystes. Si Jacques Chirac se représente, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, s'il se représente, je le soutiendrai bien naturellement, avec tout mon cœur. On l'a compris, les chiraciens font de la résistance pour 2007. Drapeau le blanc-rouge avec la croix de Lorraine. Quoi qu'on en dise, la présidentielle se prépare jour après jour au sein du gouvernement. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on reste gaulliste de cœur et François Baroin confirme aux militants UMP qu'un nouveau combat se prépare à droite. Il sera bientôt le moment venu de se positionner, mais nous avons, dans les 15-18 mois qui viennent, ce souci d'être aux côtés du président. Le présidentiable qui gagnera, c'est Nicolas Sarkozy. Nous n'avons pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme, sauf pour Jean-Pierre Grand, le seul à ne pas applaudir, le seul d'ailleurs à garder sa cravate. Un détail qui n'échappe pas à Brice Hortefeux, qui réagit à bout portant. Et quant à Jean-Pierre Grand, je lui dis que s'il veut être à l'unisson, mais en a-t-il envie, il faudra qu'il fasse donc beaucoup d'efforts pour retirer la cravate et changer de pantalon. Et voilà comment, rouage après rouage, l'UMP organise le soutien à Nicolas Sarkozy. Nous sommes des tortues, c'est-à-dire qu'on avance à notre rythme, on ne se préoccupe pas des autres. Au sommet de la majorité, les fidèles des 2 camps maintiennent encore le dialogue sans se faire d'illusions. Vous avez aimé le choc à droite en 95, disent-ils, vous allez adorer celui de 2007. À Toulon, des nouvelles de Marie-Françoise Bonanato. Vous vous souvenez sans doute de cette veuve de 80 ans qui avait été expulsée de chez elle la semaine dernière parce qu'elle s'était portée caution pour son fils. On en avait parlé ici même, l'intervention de la police avait suscité l'émoi des riverains. Eh bien, la mobilisation a payé. Elle a finalement pu réintégrer son domicile en début d'après-midi. Sur place, Olivier Théron, Frédéric Serruli. Je suis beaucoup contente. Ça m'a fait un gros choc. Marie-Françoise est émue et heureuse de retrouver sa maison, entourée de ses amis et de tous ceux qui l'ont soutenue cette semaine. Je suis trop contente de retrouver tout le monde, tous ces gens qui m'aiment.
Et je ne savais pas que la France entière m'aimait. Que ça ne se reproduise jamais plus ce cas. Lundi dernier, c'est la police qui est venue chercher Marie-Françoise, expulsée sur décision de justice après la vente de sa maison pour éponger les dettes de son fils. Vendue aux enchères au 10e de sa valeur à des marchands de biens parce que la banque n'a pas voulu échelonner la dette, la maison changeait de main, Marie-Françoise perdait 50 ans de sa vie. La préfecture du Var n'a pas pris la mesure humaine de la situation en envoyant les forces de l'ordre. Alors face à l'émotion suscitée, c'est le préfet qui a négocié avec les nouveaux propriétaires. Marie-Françoise paye un loyer 500 € par mois, un sursaut d'humanité tardif pour l'avocat de la vieille dame. Je me dis que dans cette affaire, finalement, l'administration a fonctionné en sens inverse parce qu'elle a pris fait et cause pour des spéculateurs immobiliers au détriment d'une vieille dame qui était très vulnérable. Pour l'instant, Marie-Françoise savoure son bonheur. Mais trouver des solutions législatives pour que ce genre de situation n'arrive plus, c'est désormais l'objectif de la vieille dame et de son avocate. Santé, c'était aujourd'hui la journée mondiale contre la douleur. Depuis une dizaine d'années, on l'évoque régulièrement, les médecins y prêtent une attention particulière, la recherche s'est accélérée. Une technique notamment permet d'insensibiliser le nerf avant, pendant et après une opération. Reportage à Versailles, Jean-Daniel Flézaquier, Arnaud Wust. On va mettre en place un petit cathéter très fin. Dans quelques minutes, ce patient va être opéré du genou. Mais avant le bloc opératoire, il va avoir droit à ce qu'on appelle un bloc nerveux. L'anesthésiste repère le nerf fémoral, qui est responsable entre autres de la sensibilité de la cuisse et du genou. Le nerf localisé, il injecte un produit anesthésique le long des fibres nerveuses. Les récepteurs de la douleur vont alors s'éteindre. Cet anesthésique se met au contact du nerf. Et il coupe l'influx nerveux, c'est-à-dire il y a une interruption, si vous voulez, de l'influx entre le cerveau et la partie que contrôle ce nerf. C'est comme un interrupteur. L'intervention chirurgicale se déroule normalement. Ce qui change, ce sont les 48 heures qui suivent, bien moins pénibles pour le patient. La preuve avec Laurent. Très bien. On est parti pour une demi-heure ? Il y a 2 jours, on lui a fait une greffe osseuse sur le genou et réparé un ligament. Il a commencé sa rééducation dès le lendemain de l'opération. Au 2e jour, il fléchit le genou à 50%. Déjà, juste en sortant du bloc, j'avais pas de douleur. Donc, à partir de là, aussitôt qu'on attaque la rééducation, on n'a pas de douleur non plus. Donc, c'est assez surprenant, mais non, il n'y a aucune angoisse, il n'y a rien du tout. Bloquer la douleur, ce que l'on appelle une analgésie, est particulièrement utile quand on pose des prothèses chez les patients âgés. On aura certainement beaucoup moins de blocage, beaucoup moins de douleur. Ces phénomènes inflammatoires qu'on rencontre fréquemment dans les suites chirurgicales diminuent si on a une analgésie satisfaisante dans les suites. Combiné au progrès de la chirurgie, la lutte contre la douleur a permis de ramener la durée d'hospitalisation pour une opération du genou à 3 jours au lieu de 10 jours il y a encore quelques années. L'environnement avec un premier test grandeur nature aujourd'hui en Allemagne, c'est une idée vieille comme le monde qui est remise au goût du jour. Un inventeur a mis au point une voile gigantesque qui ressemble à un parachute pour tracter les cargos et les pétroliers. Il s'agit bien sûr de faire des économies de carburant. Correspondance Jérôme Bonny, Marine Vincent. Cela fait 4 ans que ce jeune inventeur se bat pour son projet qui prend forme aujourd'hui, mais dont l'idée remonte à son adolescence. Un jour, j'avais 15 ans, je jouais avec mon cerf-volant et la force du vent était telle que je me suis demandé comment on pourrait la transmettre à un bateau. Aujourd'hui, Stéphane supervisait les premiers essais de ce qu'il a baptisé Sky Sail, la voile du ciel. Pour l'instant, cette espèce de grand cerf-volant ne fait que 20 mètres carrés. Mais il devrait à terme être 100 fois plus grand. Un cargo ou un supertanker peuvent brûler jusqu'à 200 tonnes de diesel par jour, 2 fois ce que consomme un foyer en une année. Grâce à cette voile céleste, qui donne d'autant plus de puissance qu'elle fait des ronds dans le ciel, la consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 50%. Stéphane veut à la fois gagner de l'argent et œuvrer pour l'environnement. Nous pensons qu'il est très important de trouver des alternatives pour les cargos, car jusqu'à présent, ils n'utilisent que du pétrole et cela ne peut pas continuer vu les changements climatiques. L'inventeur espère que d'ici à 10 ans, 750 cargos seront équipés de voiles comme celle-ci qui leur permettront de faire de grosses économies de fuel.
Les sciences, avec d'abord en Chine le retour de ceux qui sont présentés comme des héros, les 2 taïkonautes qui ont effectué une mission de 5 jours en orbite autour de la Terre. Retour en direct devant les caméras de télévision et parade dans les rues de Pékin. On expliquait ici même la semaine dernière combien la Chine souhaitait ainsi afficher ses ambitions en matière de haute technologie. Le prochain vol habité est prévu en 2007, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Toujours à propos de science, l'arrivée en France de la toute dernière génération des téléphones portables vidéo. Les mobiles d'aujourd'hui permettent notamment de regarder la télévision avec une qualité sans précédent. Certaines chaînes ont d'ailleurs adapté leur programme. Le portable avait modifié notre façon de téléphoner. Il est en train maintenant de changer notre façon de regarder la télévision. C'est le dossier de cette édition. Il est signé François Baudonnet, Frédéric Bonne. Ce soir, je ne vais pas pour venir, j'ai un téléphone classique dans une main et dans l'autre, une télévision, ou plutôt un téléphone portable télévision. Depuis quelques jours, les 3 opérateurs testent auprès de quelques clients ce service révolutionnaire qui permettra de recevoir partout la télévision comme à la maison. Je m'attendais à un service un peu gadget, quelque chose incrusté dans l'écran assez petit. Non, l'image fait la moitié au moins de l'écran et c'est très suffisant pour l'usage que l'on a en fait. Regarder la télé dans la rue, dans les transports en commun, ah oui, et puis aussi téléphoner, le concept fait fureur en Corée. Là-bas, plusieurs centaines de milliers de personnes sont déjà abonnées. Le principe est simple, chaque mobile est en fait un petit téléviseur qui reçoit directement les images. On pense que ça va forcément marcher parce que chacun sait ce que c'est qu'une télévision, chacun est habitué à consommer plusieurs minutes, voire plusieurs heures de télévision tous les jours. Donc c'est un service qui est déjà connu et qui devrait attirer le plus grand nombre. La télévision sur portable est-elle un gadget ? La régionalisation. Les opérateurs sont évidemment persuadés du contraire. Après les débuts difficiles de la 3e génération de mobiles, ils affirment qu'un client sur 2 est dorénavant adepte du très petit écran. Aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines de milliers de personnes qui regardent chaque mois la télévision sur mobile. C'est très peu par rapport à la masse des téléviseurs français. Mais ces quelques centaines de milliers de personnes devraient assez rapidement devenir millions de personnes. Notre conviction à nous, c'est que le téléphone mobile est en train de devenir un nouveau média. Et donc, il faut que l'ensemble des producteurs, des éditeurs fassent un effort d'imagination pour adapter leur contenu à ce nouveau média. Et pour alimenter en contenu les téléphones mobiles, des sociétés de production se sont créées. Comme celle-ci, spécialisée dans le sport. 6 minutes après un but ou un essai, il est visible sur l'écran du portable. Pour le football, par exemple, eh bien, il faut choisir des plans, faire des zooms, des loops, et offrir au consommateur ce qu'il attend du nouveau média, c'est-à-dire quelque chose de lisible. Si on prend une image de Roland Garros du plan large, qui passe très bien en télévision, si on le met sur le mobile, ça ne va pas. Le nouveau chancelier Même certaines vedettes du petit écran ne dédaignent plus ce nouveau média. Christine Ockrent présente ainsi chaque semaine un journal pour l'un des 3 opérateurs. Et quand Zinedine Zidane annonce son retour en équipe de France, c'est sur le portable qu'il crée l'événement. Un peu moins d'un an après l'annonce de sa retraite internationale. Mais si le mobile devient récepteur de télévision, il révolutionne également l'image d'actualité. Dorénavant, à chaque catastrophe naturelle ou attentat, comme au Pakistan ou à Londres, des vidéastes amateurs, souvent des victimes elles-mêmes, filment avec leur appareil. Jusque dans le drame, télévision et téléphone portable sont associés. Musique avec Tracy Chapman, Talking About a Revolution. C'était son grand tube il y a une quinzaine d'années. Depuis, la chanteuse américaine a conservé le même registre, guitare sèche, chanson à texte. Elle vient de sortir un nouvel album. Olivier Lenuzza et Yann Moine. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Ce soir-là, en concert à New York, Tracy Chapman interprète la chanson qui la révéla. Elle espérait une révolution, les cours de la bourse défilent toujours dans le ciel de Manhattan. Révolution ou pas, 17 ans après, Tracy Chapman continue de chanter la vie d'anonyme. Ces chansons, ces mots expriment ce que les personnes exploitées, ce que les pauvres ressentent. Elle a grandi loin de New York, dans une banlieue ouvrière de Cleveland. Diplômée d'anthropologie, Tracy Chapman publie un 7e album, des chroniques écrites ces 5 dernières années. Il y a trop de gens qui souffrent dans ce monde.
Ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, n'ont même pas accès au minimum de ressources pour vivre. Nous devons aider ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. En voyant les dégâts provoqués par les derniers ouragans, en voyant les souffrances des populations locales, certaines personnes vont peut-être modifier leur regard sur le monde. Les rêves qui s'endorment à jamais sur un morceau de bitume rêvent d'un peu de féerie. Tracy Chapman chante les solitudes, les souffrances, chante tout simplement une autre Amérique. Sport football, le retour de Barthez à Marseille a porté chance à l'OM. Victoire 1-0 hier soir face au PSG. Un but signé Cana. Peu de temps avant la fin de la partie. Les Marseillais qui recollent au classement, ils sont maintenant 7e. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est ce but de Djibril Cissé après ses tentatives infructueuses aux côtés des Bleus mercredi dernier. Il s'est donc rattrapé avec Liverpool. But de la victoire sur ce coup franc face à Blackburn. Une joie qui fait plaisir à voir pour Cissé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 20h50, un téléfilm, Une vie en retour avec Annie Dupéret. 22h30, mots croisés autour d'Yves Calvi, avec au sommaire notamment le débat sur la récidive. Minuit 20, dernier journal, Jean-Claude Renaud. On se quitte sur ces images d'une famille qui fait la une des médias américains. Elle compte 16 enfants en 18 ans dans l'Arkansas. La toute dernière, la petite dernière, est née il y a quelques jours. Il y a 10 garçons et 6 filles et tous les prénoms commencent par J. James, Justine, Joseph, Jackson, Johanna, Joshua, etc. On ne sait pas s'ils ont acheté un autobus pour se déplacer. À demain.